Bonsoir et bienvenue. Nous sommes, je crois, au cinquième webinaire de Psychopédia. Ça me donne presque envie de faire une hola, mais tout le monde ne comprendra pas. On va parler un peu de clinique ce soir, si vous voulez bien. Ça fait du bien de parler de clinique. Beaucoup d'associations. De parler un peu de clinique, c'est Virginie aujourd'hui qui se prête un peu au jeu. Elle va nous parler, je crois, d'un jeune de 17 ans potentiellement ou diagnostiqué autour des troubles du spectrum autisticum. Dans la foulée, j'en profite, toujours une petite nouvelle quand on arrive à se croiser, ça fait du bonheur. J'ai publié là il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, je crois que c'était ce matin ou hier, je sais plus. Il y a une cohorte qui s'appelle la cohorte Marianne, assez intéressant. Justement, on discutait juste avant de commencer à enregistrer des evidence-based practices. Est-ce qu'on peut uniquement recommander des pratiques basées sur des preuves ou pas? Et la cohorte Marianne, c'est une équipe du côté de Montpellier. Et eux, ils se sont mis en tête de recruter des gamins TND et d'arrêter de faire un phénomène qui est assez endémique, je trouve, depuis quelque temps. Ce sont des recherches ou plutôt des réflexions qui se basent sur des recherches, qui se basent sur des réflexions, qui se basent sur des recherches. Et en fait, on finit par perdre un peu le sujet. C'est pour ça que c'est super qu'on puisse discuter un peu de clinique. Mais en fait, la cohorte Marianne, ce qu'ils font, c'est qu'ils recrutent des gamins TND, TSA, et ils font des études sur des gamins TND, TSA. Tu vois, on est un peu moins sur des énormes méta-analyses, mais on est aussi un peu moins sur des commentateurs de recherche. Tu vois, je trouve que sur les réseaux, on a beaucoup de ça, de gens qui donnent leur point de vue sur des résultats de recherche, et on sait comment fonctionnent les sciences en psychologie, en psychopédagogie ou partout. On peut faire dire plein de trucs à des résultats scientifiques. Et donc, parfois, on se rend compte que sur la base d'une étude ou d'une recherche au départ et de quelques conclusions de quelques chercheurs, on peut se retrouver à dire parfois des choses qui sont très éloignées. Ben, la cohorte Marianne, vous verrez sur LinkedIn, ça vaut le coup. On peut même faire un don. Enfin, ça a l'air assez intéressant. Et ils reviennent un peu aux fondamentaux en s'intéressant à des enfants TND recrutés en tant que tels. Ils repèrent même des situations un peu à risque dans des familles avec histoire familiale positive. Vous savez, comme on dit quand un des deux parents est déjà concerné par un trouble du neurodéveloppement. Bref, ils essayent de regarder un peu des questions de transmission, d'hérédité, de génétique et puis surtout de retentissement du trouble. Super intéressant, cohorte Marianne. On en reparlera. Je nous le souhaite en tout cas. Virginie, est-ce que je peux te donner la parole? Oh, ben oui, tout à fait, c'est possible, hein. Il y a pas de avec plaisir. Merci en tout cas de venir discuter avec nous. De rien, moi, merci à vous d'avance parce que je suis sûre que vous allez pouvoir me donner 2-3 petites pistes pour étayer justement ma prise en charge parce que l'autisme, c'est hyper, hyper, hyper spécifique, je trouve. Et puis, effectivement, il y a la théorie, ce qu'on nous dit de faire, et il y a la pratique, s'adapter en fonction des particularités du jeune. Donc, moi, pour le coup, le jeune dont je vais vous parler, il s'appelle Ilan, il a 17 ans. Alors lui, il a été diagnostiqué sur le spectre de l'autisme et c'est dû en fait à une maladie génétique que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle le 3Q29. Donc en fait, c'est Ouais, sur mais la... ça, ils m'ont réservé 45 minutes. T'es en train de gueuler. Ah bon? Alors, on va Il se désactiver les passe à côté, micros. j'ai. Attends, bouge pas. Je désactive les micros de tout le monde. J'avais oublié de le faire. Et tu peux réactiver ton micro, Virginie, comme ça c'est mieux. Yes, ok, c'est bon. Tu dis qu'elle s'appelle comment cette maladie? Je- Euh, 3Q29. En fait, c'est une maladie génétique sur la paire de chromosomes numéro 3. En fait, il manque plein de gènes. Et du coup, les symptômes, ça fait, il y en a beaucoup en fait qui font penser. Enfin, c'est pour ça en fait qu'on classe cette maladie sur le spectre de l'autisme, parce qu'en fait les symptômes et répercussions, très clairement, on est vraiment dans de l'autisme quoi. Hmm. Lui, ce jeune au niveau, si on fait un petit peu retour sur son anamnèse, les premiers retards de développement, ils se sont vus vers l'âge de 9 mois. Voire même, en fait, ils se sont vus dès la naissance parce que c'était un bébé qui n'arrivait pas à prendre le sein et qui, derrière, n'arrivait pas à prendre la tétine des biberons.
Donc déjà sur la sphère orale, il y avait des petits soucis. Après, vers 9 mois, c'est là où vraiment ils ont vu que ça impactait plusieurs sphères du développement chez lui. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à les creuser. Il a redoublé non, 2 fois les classes de maternelle parce que ben voilà, il était en retard au niveau des apprentissages. Et après, quand il arrive en primaire, eh ben, c'est pour ça il est passé par l'Ulysse primaire, après Ulysse collège. Et en fait, la scolarisation, ça s'est arrêté là en 2024 quand il était en troisième Ulysse, ben parce que plus possible d'adapter la scolarité en fait pour ce jeune qui est également pris en charge en IME. Il est en internat en IME, donc il y a une prise en charge pluridisciplinaire déjà au sein de l'IME avec psychologue aux besoins, des orthophonistes, des éducateurs pour travailler tout ce qui est l'autonomie. Et à côté, les parents, ils complètent en fait avec des prises en charge en libéral. Notamment, c'est un jeune qui fait de l'aquathérapie. Alors, je ne connaissais pas du tout. Mais comme en fait, ben, le rapport au corps, le rapport au toucher, le rapport à l'environnement en fait était ben, complexe. Du coup, ils ont opté pour cette option et ben, il s'est avéré que c'est hyper efficace vu que maintenant c'est un jeune qui accepte beaucoup plus qu'on le touche en fait. Donc voilà. À l'IME, en fait, ils ont déjà travaillé certaines choses au niveau de l'autonomie et des apprentissages. Alors, j'ai vu passer un message là, effectivement, en IME, il y a des temps qui sont consacrés à de l'enseignement spécialisé. Après, ben, au niveau de l'institution, ils font aussi ce qu'ils peuvent à l'IME. Et c'est pour ça que les parents, en fait, recherchaient à côté également une prise en charge pour que ben, Ilan il puisse rentrer dans la lecture. Voilà. Donc, sachant que ce jeune, au niveau de la lecture, il a la lecture globale, mais il n'a pas la lecture syllabique, séquencée, découpée. Voilà. Ensuite, que dire de plus? Ben, de grosses difficultés de concentration, c'est-à-dire que sur des tâches soutenues cognitives, 20 minutes pas plus, et ça lui a épuisé en fait le stock sur toute sa journée. Donc il y a cet élément-là en fait à prendre en compte ben, pour les suivis. Par contre, c'est un jeune qui a une excellente mémoire notamment auditive et visuelle. Euh, Au niveau de l'écriture, alors on ne peut pas trop aller le faire écrire parce que du fait de sa maladie, ça lui a causé d'énormes problèmes en fait au niveau des mains, des malformations. Donc il a été opéré plusieurs fois et donc du coup la motricité fine, c'est un petit peu compliqué et je sais qu'il faut qu'il ait encore d'autres opérations derrière. Donc la lecture en fait peut pas forcément passer par le geste de l'écriture tel qu'on le connaît, ou alors il faudrait vraiment faire avec les lettres Montessori, rugueuses, à la limite ça pourrait passer. Ouais. Mais comme on n'a pas comme on n'a que la lecture globale en fait, je suis pas sûre en fait que ce passage avec les lettres Montessori ce soit hyper pertinent. Hmm. Donc à côté, je suis allée interroger un petit peu les intérêts de ce garçon. Donc des intérêts qui sont extrêmement précis et limités. C'est un garçon qui adore les phénomènes météorologiques, donc les tempêtes, les canicules, les ouragans, tout ça, tout ça. Il aime les volcans et il aime aussi tout ce qui est espace vert. Donc, si on lui parle de tracteur-tondeuse, de comment on coupe des feuilles, comment on entretient un jardin, lui, c'est son truc aussi. Et d'ailleurs, il a fait des stages d'observation en ESAT en section entretien des espaces verts, donc ça lui a plu. Après, que dire de plus ben, par rapport aux fonctions exécutives, il y a une difficulté face au changement, donc un problème de flexibilité. Donc ça fait partie, on va dire, de mes objectifs aussi de prise en charge. Et ben, par rapport à la lecture, moi, ce à quoi j'avais pensé, parce que c'est un garçon aussi qui aime beaucoup la musique, notamment la musique française, alors, la vraie, hein, du genre du Jean-Jacques Goldman, du Eddie Mitchell. La vraie. Voilà. Ah oui, non, mais vraiment à la base. Et donc,
ben, le travail en fait autour du texte et du lexique au travers de la chanson, moi je me suis dit, ben, peut-être j'ai deux entrées pour la lecture. Un, ce serait de partir en fait, lui, de son lexique à lui par rapport à ses centres d'intérêt. Et donc de créer des petites cartes avec le pictogramme et donc du coup derrière associé avec le mot écrit en bâton et écrit en cursive parce qu'il arrive à mieux lire le bâton que la cursive pour le coup. Et aussi ben, travailler aussi l'entrée en lecture en utilisant la musique et le rythme hein, pour créer justement ma petite boucle phonologique, tout ça, tout ça. Mais peut-être avant que tu nous parles de cette partie-là, toi, tu le rencontres un peu dans quel contexte et t'es amené à le voir comment? Alors, moi, je le rencontre par le biais de mon exercice en libéral, donc au cabinet de psychopédagogie. Euh, donc, je suis dans un cas. Ah oui, donc oui, ben, peut-être c'est important que j'en parle de ça. Donc, en fait, là, depuis la rentrée, je suis installée dans un cabinet, ce qu'on appelle un centre artistique, pédagogique et thérapeutique, où je suis avec une docteure en psychologie avec une infirmière qui fait de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de l'hypnose, une infirmière qui fait aussi de l'accompagnement en parentalité, périnatalité, et une orthopédagogue. Ouais. Et en fait, ce jeune, c'est l'orthopédagogue du coup qui me l'a envoyé parce que l'orthopédagogue, pour le coup, qui est professeur des écoles de base, est concentré plus sur un public enfant, alors que moi, je suis plus spécialisée sur un public adolescent, jeune adulte, du fait que ben, à côté, je suis prof en lycée professionnel. Ok. C'est un public en fait que je connais davantage et avec qui j'ai beaucoup plus d'aisance. Ok, je vois. Et très bien. Et pour qu'on se représente un peu ce grand ado, tu vois, parce que là, en l'occurrence, en plus, maladie génétique rare, pas facile de se faire une représentation. Sur le plan du langage oral, ça marche comment? C'est comment les séances avec lui? Comment est-ce que vous échangez? Comment est-ce qu'on peut se le représenter? Alors, c'est un jeune, j'ai de la chance, il est communicant en fait. Par contre, il faut qu'il soit en confiance parce que si en fait il va être stressé ou s'il va être un petit peu fatigué cognitivement, c'est là où on va avoir par exemple les écholalies. Il va répéter plusieurs fois les mêmes mots. Ok. Là, par exemple, quand je l'ai rencontré la première fois, donc il y avait juste le papa en fait avec et en fait le papa a quand même aidé un petit peu le jeune aussi à exprimer bah, ses besoins, ce qu'il avait envie. Parce que par contre, il a très bien exprimé qu'il avait très envie d'apprendre à lire pour que justement il puisse lire ses notices de matériel tout seul et pour qu'on puisse construire après un Hmm. volcan explosif. Voilà. Après, ça, c'est ça qui est super, c'est il y a son objectif et donc du coup, en fait, j'allais dire, le chemin il est déjà tracé. Il faut juste trouver les bons outils, la bonne façon d'y arriver, quoi. Ok, mais donc sur le plan du langage oral, en fait, il a un bon vocabulaire, il parle bien, et plutôt genre à l'heure pour un jeune de 17 ans ou un petit peu inhibé quand même. Alors, un peu inhibé et comment dire? Il y a quelques difficultés parfois de prononciation parce que je crois qu'il y a un suivi orthophoniste où il a eu un suivi orthophoniste. Et après aussi à côté, ah oui, il a un suivi aussi orthoptiste parce il y a des gros problèmes de vue. Et ça, par exemple, on va le voir. Quand il va être en confiance, il va arriver à fixer. Enfin, c'est un jeune qui a un strabisme assez prononcé. Donc, quand il va être en confiance, il va bien fixer, il n'y aura pas de problème en fait de mouvement oculaire. Alors que quand il va être en difficulté justement par rapport au stress ou une fatigue cognitive, c'est là où on va voir qu'il l'angle, la position de la tête, elle va changer parce que Hmm. justement, il va essayer de fixer son attention en quelque part pour être assuré et pouvoir suivre la conversation. Ok, ce qui peut potentiellement aussi impacter un peu les habiletés sur le plan du langage écrit, non? Ben, le problème, c'est que langage écrit, ben, il y a pas, quoi. Ben c'est ça. Il y a pas. Il y a pas du tout.
Mais tu vois, ma question, c'est un peu, est-ce que les particularités visuelles ou la grande fatigabilité générale, j'imagine, mais peut-être, tu vois, en Ouais, alors oui, particulier sur ça y joue, mais l'acuité visuelle. alors ouais, ça y joue, mais ce qui joue encore plus, c'est vraiment le côté les mains, quoi. Et Ouais. problème, enfin, c'est même au niveau de l'appréhension, et encore apparemment, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais il va être habile, en fait, avec des objets qu'il va connaître. Hmm. Mais par contre, sur de l'objet, avec nouveauté, il va avoir un petit peu de mal, voilà, à le manipuler aussi. Ouais, pour l'écriture, pas simple. Mais donc la lecture aussi compliquée, quoi. Exactement, ouais. Ok. Pour l'écriture, on est obligé de mettre en place, un stylo ergonomique ou vraiment, quelque chose d'hyper, hyper, hyper adapté, quoi. Voire dictée vocale à terme, non, tu penses pas? Oui, ouais, ouais, bah, oui, parce que de toute façon, comme il y a la fatigue, il y a une grande fatigabilité, Hmm. je vois pas l'intérêt, en fait, d'aller le faire écrire, ce jeune. Si, lui, son désir, en fait, c'est de rentrer dans la lecture et puis, ça cosy, on va pas, derrière, chercher à, rajouter un truc supplémentaire. Et justement, moi, ça faisait partie de mes questionnements lors de mon anamnèse. Je lui avais demandé: «Est-ce que tu veux aussi savoir écrire?» Il m'a dit: «Non, moi, je préfère savoir lire». Bon, OK, on va se concentrer sur la lecture. Ouais, au moins c'est clair. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on te laisse un peu dérouler, Virginie, ou on peut t'embêter déjà avec des questions? Ah non, vous pouvez m'embêter, moi, il y a pas de souci parce que je parle, mais Non, non, mais c'est comme tu le sens. Bah, je sais pas, Alexis, tu veux prendre la parole et poser directement ta question à Virginie? Bah, oui, bonsoir Virginie. Oui, je voulais savoir par rapport voilà, aux habilités sociales, parce que moi, j'accompagne aussi un autre jeune qui a eu aussi un parcours un peu similaire en classe Ulysse. Évidemment, la trajectoire développementale est forcément différente. Mais ce que je travaille avec lui, c'est pas mal les habilités sociales. Le fait de pouvoir s'adapter au milieu professionnel. Euh, pour expliquer un peu les choses, c'est que lui, il peut être dans le verbal, il a des problèmes de proprioception, il a une démarche un peu en canard à la Charlot. Il a pu s'intégrer dans un supermarché et pour faire du facing de produits, mais ça a été assez compliqué pour lui. Et là, il en est à la capacité de pouvoir demander à son chef s'il peut avoir des documents par rapport à ce qu'il doit faire comme travail en plus pour son école. Et donc, c'était des implicites et assez fins parce que soit je demande directement ou soit je demande moins. Donc, simplement par rapport à ton jeune, je voulais savoir si il y a aussi ces questions d'habilité sociale qui se posent et comment elles se posent chez lui. alors ça, je l'ai vu par rapport aux lectures des nombreux bilans qui avaient été réalisés, précédemment. Donc il y a eu un gros, gros travail, de fait. C'est un jeune qui a énormément progressé sur ce point parce que, là, de ce que j'ai compris, il commence quand même un petit peu à comprendre l'implicite. Mais, comment dire? Du fait que, bon, déjà dans la lecture, il y a pas en fait cette capacité à, telle syllabe, je les assemble et donc du coup, j'en fais une globalité. Du coup, c'est sûr que ça va forcément aussi impacter au niveau des habilités sociales. Il va pas arriver à comprendre, tous les éléments d'une situation sociale pour en comprendre sa globalité. Donc ça alors je sais que ça fait partie des objectifs de prise en charge, mais c'est actuellement pris en charge sur l'IME. Donc pour pas faire doublon pour le moment, sachant que la priorité du moment, c'est un jeune qui veut entrer dans la lecture, même si ça reste, dans un coin de ma tête. Voilà. Par exemple, effectivement, peut-être, je vais utiliser, tout ce qui est compétences sociales, habilités sociales pour créer un peu plus de lexique aussi avec lui. Ça pourra que aider, hein. Mais, travailler l'habilité sociale pure et dure, ça c'est fait, je sais que c'est fait à l'IME et c'est plutôt bien fait. Voilà. Et sa demande vis-à-vis de toi, c'est de travailler la lecture de manière explicite, quoi. Ouais. Ouais. Moi de toute façon, j'ai dit les 2, enfin par rapport, voilà, à ce que, j'ai vu, compris, les priorités que je mets, c'est un, l'entrée dans la lecture et 2, à côté, un petit travail sur les fonctions exécutives, notamment sur la flexibilité.
Et ça, je sais que Ilan, ça va être un garçon, il va aimer savoir à l'avance le programme aussi de chacune de mes séances. Qu'on respecte un plan et aussi en fonction de sa fatigabilité. Ça, je lui avais bien expliqué aussi. Ben, je sais que notre séance, on va la commencer par d'abord la lecture parce que c'est ce qui va te demander le plus d'efforts au niveau cognitif. Après, on va passer sur le travail sur la flexibilité, notamment travailler les inquiétudes au travers de jeux, ce qui va demander un petit peu moins d'efforts cognitifs, parce que comme c'est au travers du jeu, il n'y aura pas la contrainte en plus, donc ça passera toujours mieux. Et donc la fin, on va travailler sur les émotions, ou alors effectivement, je peux aussi inclure un petit travail sur tout ce qui est habilité sociale. On reste quand même dans le champ de l'émotionnel, quoi. Et là, cognitivement parlant, c'est beaucoup, beaucoup moins engageant pour lui, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, du coup, là, toi, tu l'as vu, après on verra, je crois qu'il y a Audrey qui veut te poser une question. Toi, tu l'as vu combien de fois au moment où on se parle? Eu qu'une fois, sachant que j'avais fait un premier temps d'anamnèse avec la maman au téléphone qui m'avait donné déjà beaucoup d'informations. Et Hmm. là, du coup, voilà, la première séance, vraiment avec lui et le papa, où il a pu aussi, lui, s'exprimer justement. Et où moi, j'ai pu, par le biais de l'observation, déjà un petit peu essayer de comprendre ce jeune. Oui, oui, donc tu es au tout début. Audrey, une remarque? Oui, bonsoir Virginie. Moi, je travaille en IEM. Euh, Comment se situe l'IME par rapport à l'apprentissage de la lecture? Ils ont déjà essayé? Ils ont abandonné? Ouais, en fait, c'est aussi pourquoi les parents ils demandent une prise en charge en libéral à côté. C'est qu'ils ont essayé, mais ça n'a pas été hyper concluant. Et puis eux-mêmes, en fait, de ce que j'en ai compris, ils savent pas trop. Ils ont leurs outils à eux et en fait, leurs outils sont arrivés un peu à bout de souffle. Ouais, Et puis, je pense que pour eux, ça fait pas partie des priorités de prise en charge. Parce que pour le coup, à l'IME, ils travaillent beaucoup plus l'autonomie, ouais, l'éducatif. Et aussi, c'est un jeune qui parfois peut avoir des problèmes de comportement du fait que comme il y a des problèmes de flexibilité, quand on va lui changer au dernier moment ouais, l'organisation de sa journée, ça ouais, peut être vecteur de crise, de colère, et encore, il y a eu du boulot de fait, hein. Il est beaucoup plus dans l'autorégulation, et ce jeune, hein. Mais ouais, voilà, c'est pour ça qu'il reste concentré plus sur le plan éducatif en fait en ce moment. ouais. Éducatif, Un peu dommage quand même. et ouais, et puis après, en fait, il y a aussi un second problème qui est non négligeable, c'est Hmm. la pénurie de personnel. Parce qu'il faut avoir aussi le personnel qu'il faut pour l'enseignant. Il faut avoir un enseignant spécialisé, hein. Pareil, qui soit formé aussi à. Et quand il C'est beaucoup de suppléants, ouais. Hmm. voilà, et quand il n'y a pas, il n'y a pas. Ils sont pas formés. C'est dommage parce que je suis sûre qu'il pourra avoir un truc. Moi, je t'ai mis un petit message, je sais pas si tu pourras aller voir. J'ai la méthode Aloé qui a été faite par une orthophoniste qui travaille avec des enfants sourds et malentendants, qui est Hum, faite aussi par une orthophoniste qui travaille avec les sourds. Et moi, je m'y suis mise depuis 2020 hum, avec mes jeunes justement qui ont un retard, qui ont des TND plus une paralysie cérébrale. Donc plein de choses différentes. Et cette méthode-là, ça ressemble un peu comme Borel-Mézoni. Donc hum, tu as le A qui va être là, mais en plus tu as au niveau de la graphie, tu as le A ici. Par exemple, tu as le L qui monte parce que tu as la langue qui hum. monte au plafond et tu as la lettre L aussi en cursive. Donc ça permet aussi d'aborder la cursive si il s'y est pas du tout mis, de Ouais. pouvoir lire en fait ce qu'écrivent les gens à la main, hein. C'est Et important. Et ça, ça évite c'est aussi. des parents et d'arriver à se mettre aussi dans la lecture, mais sur la cursive. Parce que là, le bâton, à la limite, il n'y a Ouais, pas trop de soucis, mais la cursive, voilà, on est plus. ouais. Puis en plus, elle permet ça évite en fait les confusions qu'il y a avec le script, soit sur les lettres proches, au niveau des graphèmes. Tu as aussi en plus des cartes couleurs. Les voyelles sont des cartes rectangulaires couleurs. Donc le A, il va être rouge, le I va être jaune, etc. Et pour les consonnes, c'est des symboles.
Donc, s'il a une bonne mémoire visuelle, tu vois, et auditive en même temps, ça peut être pas mal. Et en plus, tu as un codage qui est possible en ligne. Ils ont un logiciel. Donc, tu rentres ton texte et tu choisis la manière que tu veux. Voilà, soit tu demandes la cursive ou le script. Tu as les couleurs qui se mettent. Mhm. Et tu as aussi la possibilité d'afficher que le code, c'est-à-dire les cartes, couleurs et les symboles. Donc pour apprendre au début, en fait, c'est les cartes. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle est accessible à tout âge, parce que c'est pas des personnages, c'est pas des trucs bébés, et c'est purement symbolique, donc ça va à tous les âges. Et elle marche pas mal aussi même avec les adultes qui ont fait un AVC, qui doivent réapprendre à lire. Mhm. Donc ça, je pense que ça pourrait être sympa. Ouais. Et puis tu peux partir justement de ces centres d'intérêt et coder directement les mots qui l'intéressent. C'est ça, moi en fait, je voulais partir de ça, de ces centres d'intérêt, et puis Mm, au fur et à mesure, j'élargis c'est ça. le lexique, le vocabulaire. Ouais, ouais. euh, Prépare bien justement, comme tu disais, au découpage, aux décompositions des syllabes et des lettres, puisque t'as les sons, les voyelles qui sont codées et les voyelles nasales aussi. Donc le A et le N, par exemple, ils seront colorés et entourés. Donc visuellement, tu la repères déjà. Tu sais qu'une couleur, c'est un son. Ok, Et d'accord. si Tu je, vas avoir et si je peux me trois permettre, lettres de la même pa- couleur. Le pardon. O en bleu, tu as E, A, U en bleu. Ok. Et si je peux me permettre, Audrey, Ouais, effectivement, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec cette méthode-là, j'ai commencé aussi à l'utiliser. ouais, En fait, par exemple, pour le son et, du coup, t'as un geste, mais pour le son et, tu vas avoir derrière la carte toutes les manières de l'écrire. c'est Et du coup, ça. en fait, Ouais. pour l'enfant, c'est hyper visuel parce qu'il va se Mm, souvenir d'abord de la couleur. mm. Ensuite, enfin, couleur et geste en général, ça vient en même temps avec le son à la suite. Et après, en fait, il y a toutes les écritures qui s'ajoutent. Et enfin, c'est très simple d'apprentissage dans le sens où, Oui, c'est vraiment surtout petit à petit. ouais, c'est petit à petit, la méthode est vraiment douce. Tu as différents niveaux, donc tu as le Aloe 1, ensuite tu as le Mm, 2, 2 avec passerelle et 2 plus. Et ouais. si tu veux, cette méthode-là, franchement, moi je l'ai aussi combinée avec je vais faire ma sauce, mais je l'ai combinée aussi avec avec les lettres rugueuses de Montessori, Mm, plus les différentes présentations de Montessori en fait. Il y a 3 étapes en Montessori, on dit C, I avec le geste et avec la couleur. Ensuite, on va demander à l'enfant de montrer et ensuite on va dire qu'est-ce que c'est. Et en fait, vraiment, ces étapes-là, présentées 3 par 3, sincèrement, moi, ça a vraiment fait des magies et aussi sur des enfants avec TSA. mm. Et je l'ai du coup implanté à l'anglaise maintenant et c'est incroyable. Sincèrement, Ouais. ouais. Super, mais très bien. C'est intéressant, ouais. Mais ce que je me demandais, parce que moi je connais pas du tout, et notamment pour toi, Audrey, tu vois, tu dis que tu bosses en IEM, donc Ouais. avec des profils avec des handicaps lourds et la dimension motrice qui peut être assez complexe. Aussi. Ouais. Est-ce que ce type de méthode le passe, est-ce que l'enfant peut reconnaître les lettres ou les sons avec les gestes de l'apprenant, ou est-ce qu'il faut que lui-même il puisse faire les gestes? Est-ce que ça peut être un Ils sont pas obligés de faire les gestes. Justement, tu vois, c'est au niveau de la motricité fine, si, s'il a du mal. Les gestes sont assez simples quand même, mais ça peut être juste en voyant les gestes faits par l'enseignant. Il n'est pas obligé de les faire, non, pas du tout. Et chacun prend en fait ce qui marche pour lui, soit la couleur, soit le geste, soit ou les deux. Enfin voilà, c'est chacun il prend ce qui marche. Ouais, très bien. Ouais, donc c'est pas un empêchement, tu vois, c'est pas une Non, contre-indication chez, non, comme le cas d'Ilan, là, dont nous parlait Virginie, avec quand même sur le plan de la motricité fine, ça n'a pas l'air ouais, d'être. Mais si le visuel marche bien, enfin, il prend sa voie c'est ça. après, Mémoire visuelle et auditive, ça marche bien, quoi. Puis sinon kinesthésique aussi, par rapport aux lettres rugueuses, tu disais, et puis même d'essayer de faire certains gestes, même le I ou le A, le AN, enfin, c'est des gestes tout simples. Hein. Alors moi, le côté kinesthésique, comme en fait, il y a, comment dire, il y a quand même un reste de problématiques au travers du toucher. Je veux pas non plus risquer de va pas kiffer. Enfin, c'est tout con, mais c'est un truc que je préfère garder en tête. Par contre, effectivement, peut-être le geste, ce sera plus simple. Mm.
Puis si vraiment il est lié aussi à l'appareil buccal et à la lettre en cursive, enfin, c'est vraiment complet comme méthode. Il y a la méthode Aloé, c'est pour la pédagogie, pour les enseignants. Et il y a la même chose, le même support pour les orthophonistes qui s'appelle méthode distinctive. Donc c'est les mêmes bases avec chacun leur versant en fait. Et ça permet de travailler de concert entre professionnels, c'est sympa. Ça fait gagner du temps. Et ça, c'est du matériel, on peut l'acquérir, il faut une Ouais, formation, comment ça c'est fonctionne? vendu par l'intermédiaire du site Commedic. Je vous l'écris. Ouais, je veux bien. Ouais, ouais. Comme Médic, voilà, comme ça. Et on peut acheter vraiment ce qu'on veut. C'est soit on achète tout, soit on achète que les cartes déjà pour commencer. On Ouais. n'est pas obligé d'acheter la méthode complète avec le côté enseignant qui part dès le départ. Il y a une histoire avec des personnages tout simples qui sont dessus. Mais franchement, ça permet comment? Je lis en même temps les messages, j'arrive pas à me concentrer. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, tu l'apprends comme tu as envie, en fait, quoi. Il y a pas de contrainte, quoi. Après, c'est vrai que quand tu commandes un package, si tu veux, soit c'est Aloe 1, soit c'est Aloe 2 de plus, effectivement, tu as tout un dossier où il t'explique en fait le pourquoi, il t'explique. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé de le lire Mmh. pour comprendre en fait la réflexion derrière et pour Mmh. comprendre tout le travail de dingue qui avait été fait par les orthophonistes, mais aussi par toute C'est la ça. pratique qui avait été faite en fait en classe, quoi. Donc Mmh. c'est vrai que d'avoir le livret, ça peut te permettre aussi, toi, de te l'approprier différemment et à ta façon unique, parce qu'en fait, en tant que praticien, c'est chacun est unique. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Je je peux vous remettre le Padlet que j'avais fait, si tu veux voir vite fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, Je volontiers. recherche, Adeline, une remarque et ensuite. Je demandais merci. Je demandais si le coût est élevé, le coût d'achat de l'ensemble de la méthode. pas tant que ça par rapport aux autres, je crois qu'on en avait eu, je sais pas, pour 300 €, mais tout dépend en fait, on n'est pas obligé d'acheter tout. On peut acheter Aloé 1. Aloé 1, c'est plus pour c'est pour la maternelle. Si on n'a pas fait Aloé 1, il y a Aloé Passerelle. Ça va être du grande section, on va dire, et il y a Aloé 2 et 2+ pour l'enseignement spécialisé, c'est à partir du CP. D'accord. Et à partir du CP, on peut commencer par là, mais vraiment y aller tout doucement en faisant que les cartes, quoi, par exemple. Ok, merci. Je vais rechercher le lien pour l'achat. Ouais. Ouais, merci beaucoup, Audrey, c'est sympa. Laure voulait intervenir et Alexis ensuite. Oui, vous m'entendez bien? Mon micro fonctionne bien? Ok, Ouais. super. Moi, avant de chercher des solutions, je voudrais savoir où est-ce qu'il en est en fait ce jeune. Au niveau lecture, tu as dit qu'il lisait globalement. Il lit quoi globalement? Qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est au niveau de ses apprentissages et aussi jusque-là les apprentissages qu'il a acquis, comment il les a acquis, de quelle manière en fait. Voilà, je me pose toutes ces questions. Alors, là encore, c'est par rapport au compte rendu, enfin tout ce qu'elle m'a envoyé la maman, notamment sur le Gevasco. Le Gevasco, il y avait écrit justement où est-ce qu'il en était dans les apprentissages, à quel niveau. Donc je vais te le ressortir, mais pouet pouet. En Oui, plus, il parce que m'a bien dit. pendant que tu cherches, c'est Ah, vrai qu'on dit aussi que s'il y a un suivi, s'il y a eu ou s'il y a toujours un suivi ortho, ce serait bah, ça, je intéressant de je se viens de- coordonner. Pour le suivi orthophonique, ça va être simple. Il y a eu un suivi orthophonique, c'était en 2021, sauf que ils n'ont pas du tout été contents parce que, bon, en plus, pour tous les retours que j'en ai de cette orthophoniste, ils ne sont pas du tout tombés sur la bonne. Parce qu'elle a jamais fait, enfin, c'est une orthophoniste malheureusement qui ne fait aucun retour sur ses séances, qui ne fait pas de bilan de prise en charge, ou quand elle en fait un, c'est juste 3 paragraphes et avec des termes qui sont très techniques, donc voilà. Donc en fait, de ce côté-là,
Hmm. Voilà. Pas grand-chose, ce qui n'empêche pas de venir insister sur la nécessité de, si même, tu vois, en termes d'affinité, les choses sont pas bien passées, indépendamment des qualités professionnelles de cette personne qu'on ne connaît pas, mais de trouver une autre ortho et d'insister sur quand même la pertinence, si lui, sa demande, elle est du côté du langage écrit aussi, d'être supervisé, accompagné de ce côté-là, s'ils en trouvent, bien sûr. Mais je crois qu'il y a une orthophoniste justement, peut-être à l'IME. Il faudra que je re-regarde par rapport au projet de prise en charge, mais il me semblait qu'il était vu peut-être par une orthophoniste. Après, en ce qui concerne les apprentissages, donc moi, il me note que le niveau est assez hétérogène. Et si on fait juste apprentissage, lecture, écriture, langage oral, tutti quanti, lecture et phonologie, fin de cycle 1, graphisme, motricité fine, cycle 1, écriture, milieu de cycle 1, donc il entre juste dans l'écriture cursive, mais du fait qu'il a du mal en fait à reconnaître les lettres et derrière aussi à les reproduire du fait des problèmes de motricité fine, c'est un petit peu compliqué. Écriture, milieu de cycle 1, entrée dans les... Oui, oui, blabla, voilà. Langage oral, début de cycle 2, production de phrases complexes. Compréhension, cycle 2 à 3, bonne compréhension des mécanismes de causalité, appréhension de l'implicite modérée Ouais. et difficulté d'appréhension des règles et habileté sociale. Bonne prise d'indices visuels, bonne capacité à convoquer ses connaissances. Voilà pour... Ok. Et quand même, pour répondre alors, quand tu disais il lit globalement, c'est tu voulais pas dire globalement il lit bien, c'est il lit de manière globale sans faire du syllabique, il flash les mots, il reconnaît les mots, et donc des mots uniquement familiers, Laure, tu vois. Lesquels mots et quoi comme mots? Est-ce qu'il arrive dans le mot à identifier les lettres? Est-ce qu'il le voit le mot comme des lettres, comme une composition de lettres, tout ça, quoi. Non, justement. En fait, il ne voit pas le mot comme une composition de lettres. Il voit le mot, il le reconnaît globalement. Voilà, photographie. Il arrive du coup. Mais par exemple, lui, c'est les mots qu'il connaît, c'est par rapport surtout aux notices de matériel, en fait. Il va parce que comme ça fait partie de ses centres d'intérêt et que voilà, il consulte souvent, ou alors quand il fait des visites de château, il va reconnaître pareil des mots qui reviennent souvent, quoi. Mais il n'y a pas cette notion de plusieurs lettres, ça fait ce son-là. Alors en bâton, déjà, c'est compliqué, mais en cursive, c'est impossible. Impossible pour lui. Voilà. Mais est-ce qu'une lettre dans un autre mot, pour lui, c'est la même lettre? Et bien ça, je sais pas, moi, ça allait faire partie aussi, moi, de mon exploration sur les prochaines séances. Et ouais, parce que tout ça, ça allait voir comment il perçoit cet écrit avant même d'envisager, moi, je trouve un apprentissage intéressant, hein. Moi, j'aimerais bien voir aussi quelle est sa perception de l'écrit, parce qu'il a déjà un contact avec cet écrit. Donc, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'il en est de ça, enfin voilà, est-ce que les mots sont isolés? Est-ce qu'il peut à partir de plusieurs mots recomposer un autre mot? Ben ça, justement, je ne sais pas. Et ça fera partie voilà, de piste d'exploration pour savoir aussi comment je fais derrière ou pas. En fait, moi, c'était ça, c'est que il me manque cet élément-là pour savoir est-ce qu'avec lui, effectivement, je peux aller travailler l'assemblage ou alors, concrètement, je vais pouvoir juste aller travailler avec lui la mémoire photographique des mots. Donc, rester que dans le global, quoi. Ouais, investiguer un peu plus là où il en est dans son rapport à l'écrit. Il y avait Alexis qui avait une question. Euh, En fait, c'est plus une constatation parce que moi, j'ai été assez sensible à toute la description que tu as fait justement du parcours et de même t'intéresser à ce qui avait bien marché pour ce jeune, surtout avec l'aquathérapie, c'est ça que tu avais évoqué. Et en fait, moi, je constate aussi qu'il y a la question de la dynamique dans la séance de la sécurité sensorielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est savoir travailler sur les temps courts. Quand il y a une dynamique TSA, il y a ce que j'appellerais comment on va ritualiser le changement pour que ça soit sécurisant. Parce que quand on est dans un élément d'apprentissage, on va être dans l'élément limite par rapport
à un jeune, et un jeune qui en plus peut par moment, comment dire, avoir un rapport à son identité qui est en lien avec les objets. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il y ait une régularité dans la pièce, le fait que au Oui, niveau oui, sensoriel, c'est des points d'ancrage d'identité. Et si on lui change ça, bah, il oui. perd pied en lui-même. Donc ça peut être quelque chose de très, très angoissant et qui fait qu'après, bah, on ne peut pas du tout être dans l'apprentissage parce que là, il y a une forme de détresse qui peut apparaître. Et donc simplement, moi, enfin, chaque jeune est différent, donc c'est simplement pour illustrer un élément concret, mais d'arriver avec un temps, avec un minuteur, où justement il y a une habitude qui est faite sur un temps vraiment fixe, ça veut dire, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, mais de manière assez, assez précise, et avoir après un temps de respiration qui peut être un temps où, alors quand le profil est plus jeune, moi j'avais un tapis avec des poils longs où à ce moment-là, ben, de la position assise, le jeune pouvait s'allonger et justement se détendre dessus, et puis après revenir sur la position assise pour justement alterner les temps de charge cognitive et après les temps de sensibilité corporelle. Et ça, cette dynamique-là, bah, ça peut aussi mettre en confiance et permettre après que il y ait une sécurité et donc le fait d'aller plus loin dans l'apprentissage de l'écriture, dans l'apprentissage séquentiel ou avec les lettres rugueuses Montessori, parce que derrière, bah, il y a l'habitude et il y a le fait qu'il sait qu'au bout de 10 minutes, il va y avoir ce temps de bien-être plus global sensoriel. Mais après, chaque jeune a ses canaux différents, donc tout ça, c'est évidemment bah, il faut tâtonner comme tu as commencé à le faire pour à chaque fois faire du sur-mesure. Voilà. C'est vrai que enfin, là, ça me fait repenser effectivement à des choses qui ont été abordées à la fin de la séance, mais cette idée de il va avoir vraiment besoin de savoir ce qu'on va faire dans la séance exactement, d'avoir toujours le même plan, le même programme. Après, là, je sais qu'on va être encore sur de l'étayage avec la famille pour savoir ben, quel est le créneau aussi le mieux pour lui. S'il est plus disponible le matin, plus le soir. Là, par exemple, quand je l'ai vu, eh ben, il sortait de l'aquathérapie, donc du coup, il était apaisé, il avait réussi comment dire, à aussi un petit peu extérioriser ben, le trop-plein justement de stimulus, de surcharge, oui, au niveau cognitif aussi. Donc, ce qui fait que la séance, en fait, qui a duré plus d'une heure et quand même, hein, mais il a pas du tout été en difficulté, à aucun moment. Après, c'est vrai que le papa, ben, pareil, il m'a dit, ben là, c'est vrai que je le sens en confiance. Je sais aussi que je m'étais questionnée sur ben, l'espace que j'ai dans mon cabinet. Bon, ben voilà, est-ce que ça va pas être trop petit pour lui? Est-ce qu'il faudra que je change de salle? Parce que peut-être qu'il se sentira trop à l'étroit ou par rapport aux odeurs aussi. Enfin, c'est vrai que j'essaie de penser à tous ces éléments-là qui peuvent, comme tu le dis, venir impacter la prise en charge et l'entrée dans les apprentissages, quoi. Non, intéressant ouais, bah, que tu aies un peu plus le temps de faire connaissance hein, aussi sur le plan des apprentissages, sur le plan de ses modalités de fonctionnement euh, et, et sur le reste. Je demandais à Amandine si elle voulait prendre la parole éventuellement, puisqu'elle nous dit plein de choses dans le chat. Mais si, vas-y, dis-nous, Amandine, ce sera intéressant. Oui, bonsoir. Donc, ouais, moi je voulais savoir en fait, du coup, parce que du coup, on est quand même sur un profil, bon, TSA, en fait, il y a quand même une sensibilité qui est assez particulière. Donc, je voulais savoir, ça aurait été intéressant de connaître le profil sensoriel, en fait, du coup, parce que du coup, on sait très bien que la sensorialité est différente. Donc, effectivement, toutes les questions que tu pouvais te poser sur les odeurs, sur le lieu, le cadre, la stimulation, etc. Ça sera intéressant de savoir déjà de quel profil il ressort pour pouvoir arriver après à travailler avec lui. Et savoir également aussi, du coup, si tu t'étais mis en contact avec les professionnels qui interviennent auprès de lui au niveau de l'IME, parce que peut-être que justement, ils ont connaissance de tout ça. Et enfin voilà, savoir si tu avais pu faire ça. Alors pour le moment, non, parce que ce jeune, je l'ai vu là, D'accord. ce week-end, Ok. donc Ah voilà. oui, c'est tout récent. Voilà. Tout Et comme je récent, suis enseignante, du coup, voilà, je laisse bien passer sûr. mon rush là d'avant les vacances. Mais après, oui, ça,
ça fait Mm. partie de ma façon de fonctionner, de façon de mettre en relation avec, de toute manière, les autres professionnels, parce qu'il y a un moment donné, on peut pas non plus retravailler. Enfin, faut pas que ça, faut pas empiéter sur le travail des uns et des autres. Je pense que c'est mieux d'avoir chacun son rôle avec ses outils et surtout ne pas surcharger justement les jeunes et même, enfin, sans avoir une problématique de TSA, mais de manière générale, c'est vrai que j'aime bien savoir ce qui est fait à côté pour pas faire redondant, quoi, et pas surcharger. Oui, puis en plus, là, Et surtout, c'est riche, pardon, Oui. Amandine, mais c'est riche du coup même de pouvoir ouais, avoir des échanges avec des équipes pluridisciplinaires qui le suivent et qui a priori le connaissent bien. Là, ta position de psychopédat, elle peut être super intéressante. Pardon, Amandine, vas-y. non, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, non, je disais surtout vraiment avec ces profils-là, vraiment connaître vraiment la sensorialité. En fait, c'est quoi son profil sensoriel pour pouvoir après pour intervenir, Et pour lui, pouvoir travailler un peu avec des autistes. Je sais que c'est un des points quand même central. ouais, mais j'ai pas vu passer de profil de Dune, voilà. Pour lui, il y a plein de bilans. Il y a deux bilans ergo, il y a un bilan psychomote, il y a un bilan psy, il y a l'EG Vasco, il y a le compte-rendu du généticien par rapport à sa maladie, mais je n'ai pas vu passer de profil Souvent, c'est la sensoriel. psychologue. Ouais, souvent, c'est effectivement la psychologue qui le fait, en fait, hein. Du coup, alors après, moi, je sais pas, c'est vrai qu'il y a des IME maintenant. Vous avez des IME où il y a des autistes, où c'est mélangé aussi, du coup, avec d'autres profils. Il y en a, ils sont spécialisés aussi, du coup, ça sera intéressant. Donc voilà, c'est juste Ça donne des un, pistes voilà. pour la suite, ouais. Ouais, ouais, pour la Voilà. suite à investiguer. L'histoire de l'ortho, l'histoire des équipes IME, où il peut déjà y avoir des équipes pluri. Mais je rejoins ce que disait Laure dans les commentaires. Il avait l'air de se sentir plutôt sécure avec la première consulte. Donc ça, c'est Le papa, plutôt. c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je peux vous assurer que ça s'est bien passé. Je sais, bon, ben, tant mieux. Et puis les parents, ils doivent connaître un peu ce qui l'attire au niveau sensoriel. Ils le connaissent depuis 17 ans, donc ils doivent avoir aussi des pistes aussi à te donner dans ce sens. Mm. Si tu n'as pas de profil sensoriel, de test, questionner les parents sur ses habitudes, sur ce qu'il aime bien, etc. Ah bah, parce que moi, le bilan par la psy que j'ai eu, ça parle pas. Euh, description. Est-ce que c'est celui-là? Traitement personnalisé des différents stimuli. Ah, si, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Louis-Adrien, excuse-moi, il y a Astrid qui n'arrive pas à se connecter. Est-ce que tu peux la faire entrer peut-être? Hmm, je vais regarder, mais je crois pas. Mais merci, Adeline. Ah, Ah, ben si, c'est bon. Il était perdu donc, si, la psychologue a bien fait Alors, c'est pas un profil de Dune, mais elle a fait, oui, elle est allée évaluer l'essence. C'est très riche, dis donc. Mon Dieu. Bah, ce sera intéressant d'y jeter un coup d'œil, mais Ouais, mais j'ai pas eu le temps de tout lire, mais ouais, ça, j'irai y voir du coup. Mais aussi intéressant, effectivement, ce que disait Laure, de peut-être questionner les parents sur, tu vois, plus simplement, plus cliniquement, entre guillemets, tu vois, le profil un peu qui peut être le sien, les choses avec lesquelles il va aller plus spontanément pour se rassurer, les situations sensorielles qui peuvent être plus difficiles ou plus compliquées. T'as déjà pas mal de trucs à investiguer. Et toi, ça te permettra effectivement peut-être d'orienter de manière plus adaptée, mais ouais, avec pas mal de matériel sur la lecture aussi. Moi, je trouve super intéressant sa demande qui est très opératoire en fait, qui est très, tu vois, sur de l'adaptatif en fait. C'est un jeune qui vient interpeller sur sa volonté d'avancer et puis dans une dimension très concrète, quoi, très pratique. Le coût des notices de matériel, tu vois, professionnel, c'est quand même, pour le coup, tu vois, on se pose souvent la question, alors pas que chez les ados, mais alors chez les ados et les jeunes adultes, je t'en parle même pas, de la motivation. Pour le coup, là, c'est pas une problématique qui semble première. Donc ça, c'est quand même canon parce Ah que, ouais. il y a déjà un vrai moteur qui est là.
Ah oui, et puis moi, franchement, quand je suis ressortie de la consul, je me dis, bon, moi, ça va me demander du taf, mais je vais adorer travailler avec ce jeune, quoi, parce que, enfin, bon, déjà, il est hyper attachant, quoi, mais sans ça, enfin, ça va être hyper intéressant, quoi, professionnellement, ça va me demander un re-questionnement permanent, beaucoup d'innovation aussi, je pense, beaucoup d'adaptation. Hmm. Et ouais, je pense que moi, je pense que c'est la prise en charge qui va clairement le plus m'enrichir. Ça peut être intéressant, en tout cas, c'est sûr. Et puis la lecture, et puis moi, je me posais aussi un peu la question du comportement adaptatif, c'est-à-dire, tu vois, où est-ce qu'il en est en termes d'autonomie au quotidien, tu vois, qu'est-ce qu'il sait gérer, qu'est-ce qu'il gère pas tout seul, tu Ouais, vois. pareil, l'IME, ils m'ont tout marqué, et puis même j'en avais un peu rediscuté avec la maman, qui est un peu mieux renseignée quand même sur ce que Ilan il est capable de faire ou pas. Mais c'est un garçon, euh, il, il est en recherche, lui, d'autonomie, en fait. Il recherche l'autonomie. Et ça, ce n'est pas négligeable. Non, plutôt encourageant. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur la situation, un peu de découverte? Une autre piste pour les parents, l'équithérapie? Comment on dit, l'équithérapie, l'équithérapie? L'aquathérapie. Alors, il y a l'aqua, mais je crois qu'Alexis lui propose de faire du dada. Ouais, en fait, le dada, alors c'était un profil d'un enfant qui était vraiment pas dans le verbal du tout, et simplement le rapport à l'animal lui a permis justement bah, de tout d'un coup bah, pouvoir participer à une leçon, pouvoir tout d'un coup voir qu'il pouvait interagir avec l'animal. Et au niveau sensoriel, c'était quelque chose de très riche, et apparemment, il y avait vraiment des canaux qui étaient disponibles pour cet enfant. Et donc, ça a pu ouvrir des choses par rapport à des questions d'habilité sociale. Mais donc, c'est pas en lien direct hein, avec la psychopédagogie, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que comme on est sur des éléments d'hyper et d'hyposensibilité, bah, en fait, c'est aussi une ambiance, enfin, c'est aussi, ces ateliers-là peuvent avoir après des conséquences importantes parce que quand à nouveau, enfin, quand ce type de profil se sent à sa place et sent que ça fait sens et enrichit son interaction et va dans autre chose que ses centres d'intérêt comme les volcans et donc en fait l'enrichit par rapport à aussi le rapport à la nature, bah ça donne envie d'être plus dans l'interaction et aussi un autre exemple avec un jeune qui était très très dyspraxique et qui avait une passion pour la pâtisserie, bah, à force de faire des gâteaux, il a été capable de prendre des œufs, de les casser de manière précise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les activités du quotidien, les centres d'intérêt, en fait, il faut être inventif pour savoir comment ça peut être un prétexte pour bah, ce que tu disais, hein, faire en sorte que ça enrichit mon centre d'intérêt et en fait, en l'enrichissant, ça m'ouvre vers d'autres portes de savoir et ça renforce mon autonomie. Mm, mm. Le... Les thérapies avec les animaux, quoi. Ouais. Et essayer de savoir est-ce qu'il y a un animal à la maison aussi. Ouais, ça peut être une piste intéressante. Hmm. Bah voilà, t'as du boulot en fait. Ah bah oui, ah bah ça je n'en doutais pas, hein, mais c'est vrai que d'avoir voilà un petit avis extérieur parce que bah, quand on est dans le truc, bah, nous on part avec nos idées parce qu'on pense ça et en fait c'est hyper intéressant parce que il y a des petites choses voilà auxquelles je sais qu'il va falloir que je pense un petit peu plus, sur lesquelles il va falloir que je prête un petit peu plus d'attention donc ah non moi franchement je trouve ça hyper cool quoi. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est, bah, tu vois, un peu, et c'est ta situation qui permet de l'aborder là ensemble, mais bah, finalement, l'espace qu'on se donne et qu'on s'offre et qu'on offre aussi aux patients, entre eux, tu vois, des moments de rencontre, des débuts de prise en charge où parfois on a envie de plein de choses. Tu sais, la question de la temporalité, je pense qu'elle est compliquée pour les patients, mais parfois elle est compliquée pour nous
parce qu'on a envie de faire plein de trucs. Là, tu vois, moi, je ressors de nos échanges, je me dis, waouh, c'est génial, quoi. Faire de l'équithérapie, il faut faire la méthode Aloe, il faut passer par, tu vois, le sensoriel, la lecture, faut l'accompagner, ses centres d'intérêt, les volcans. Et puis, comment est-ce que dans ce foisonnement d'idées et d'intentions thérapeutiques et d'accompagnement, comment est-ce qu'aussi on laisse un peu de place à l'autre venir à nous, de faire des propositions, tu vois, et je trouve que cet équilibre, indépendamment de la situation que tu amènes, hein, mais cette espèce d'aller-retour entre être force de proposition dans le cadre d'un accompagnement, et puis laisser aussi la place parfois à des moments, pas de flottement, mais presque, qui peuvent laisser la place aussi à des gamins et surtout des grands ados, d'amener du matériel, d'amener des choses, d'amener des histoires, d'amener des centres d'intérêt, d'amener des jeux. Je trouve que c'est un truc pas toujours simple à gérer, mais souvent important à prendre en compte, quoi. Alors, après, enfin, comme ça fait 9 ans que j'enseigne, je sais que moi, déjà, dans ma façon d'enseigner, c'est quelque chose que je faisais naturellement. Donc, en fait, je n'ai pas forcément de difficulté à faire ça. Mais Hmm. peut-être que justement, ce côté-là, à laisser quand même la place aux jeunes, parfois, et je pense que c'est peut-être les difficultés, moi, et ce sur quoi il va falloir que je travaille, justement d'aller voir bien, bien, bien tout autour, tous ceux qui gravitent, voilà, parfois peut-être c'est ça ce sur quoi je suis plus en difficulté. Vraiment tout, tout, tout voir, tout à côté, penser à tout, voilà. Je trouve qu'il y a la place aussi de l'instinct professionnel. Oui. Son instinct, écouter parfois son instinct et oh, voilà. Hmm. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à cette situation ou par rapport à autre chose, chers collègues? Oui, Adeline. Oui, alors moi, je veux bien évoquer une autre situation et voir ce que ça vous évoque. Alors, j'interviens, moi, dans un collège et un lycée, voilà, 2 jours par semaine, 2 journées pleines par semaine. Et aujourd'hui, j'ai rencontré pour la première fois un élève de sixième avec sa maman pour le premier entretien. On a fait l'anamnèse avec la maman et l'élève. Et la maman me dit, alors aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il est vraiment en grand, grand échec scolaire. Il sait lire et il parle bien. Pas forcément un vocabulaire très riche, mais il s'exprime convenablement. En zozotant encore un peu, c'est un enfant, il est de décembre 2015. Non, je vous ai dit sixième, il est en cinquième. Il est de décembre 2015, il est en cinquième, donc il est un peu jeune dans sa classe. Il a plutôt une bouille de CM1, CM2, un garçon un peu rondelé, qui zozote encore un peu, un air très bébé. Je donne ce détail parce qu'en fait, j'ai du mal, alors je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas encore travaillé avec lui, mais j'ai eu du mal un peu à tirer une ficelle, mais il y a une phrase de la maman, une chose qu'elle a dite et qui m'interpelle beaucoup, c'est pour ça que je vous en parle. Elle me dit que depuis toujours, en fait, il ne supporte aucun contact physique, aucun câlin, aucun bisou, et qu'à l'âge de 15 jours, elle a déjà dû aller le mettre dormir tout seul dans son lit. Il n'a pas voulu téter. Et aujourd'hui, il refuse systématiquement. Voilà. Et tout ça, c'est apparu tout de suite, tout de suite. Elle me dit, à 15 jours, il refusait les bras. On l'a jamais trop eu dans les bras. Voilà. Ça, moi, tout de suite, je me dis, tiens, bon, ça m'interpelle un peu par rapport au sujet d'aujourd'hui. La maman ne l'a pas évoqué du tout, du tout, du tout, ni de près ni de loin. Donc moi, j'ai pas du tout non plus. Il a jamais eu de bilan neuropsy et il a jamais vu d'orthophoniste. Or, j'ai pris ses cahiers, c'est épouvantable, pas tant la graphie, mais l'orthographe, il n'y a rien de rien de rien. Hein. Euh, alors C apostrophe EST, c'est devenu SES, il n'y a pas un verbe de conjugué, il n'y a pas une terminaison de bonne. Je suis étonnée qu'il arrive en cinquième, paraît-il, sans plus que ça d'avertissement des enseignants, sauf que maintenant, mais soit il n'est pas noté, soit c'est des notes épouvantables.
Et ce matin, en l'occurrence, il a eu un contrôle à faire en expression écrite. J'ai vu le texte, hein, qui vraiment semblait simple. Ils en ont fait beaucoup en classe. Il y avait 5 questions qui semblaient très basiques. Et en fait, il n'a aucun induit, aucun. Donc, c'était relever les expressions permettant de prouver que loup est solitaire. Eh bien, il a cherché, il m'a expliqué, hein, il a cherché dans le texte le mot solitaire. Et comme il n'y était pas, il est passé à la question d'après, qui a posé problème. Donc, il a pas rendu de copie. C'était copie blanche. Il me l'a montré, sa copie. Il y a son nom, sa classe, et voilà. Qu'est-ce que. Alors, bien sûr, j'ai pas beaucoup d'éléments à vous donner parce que j'ai pas encore travaillé avec lui, mais ce côté contact physique me fait quand même assez tilt. Moi, j'ai juste une question pratico-pratique. C'est sûr qu'il est né en 2015? Parce que 2015, moi, c'est l'année de mes CM2 cette année. Donc, c'est pour ça que ça me paraît bizarre. Ouais, il est de décembre 2015. Ouais, je crois Il que ne peut pas être en 5e, alors. Puisqu'il a 9 ans. Il ne doit pas être en 5e. Il Ouais. devrait être en Ah, il 7e. est en 5e, ça c'est sûr. Alors, c'est pas 2015, parce que il a 11 C'est ans. Alors, c'est pas 2013. 2015, sans doute 2013. Et j'ai pas la fiche sous les yeux, là, je l'ai laissée au collège. Mais c'est sûr qu'il est en 5e, parce que de toutes les façons, j'interviens qu'au collège, lycée. Ok. Et il a ni avance ni retard. Mais là, bon, après, j'ai vu la directrice et qui m'a dit qu'on pouvait pas un instant envisager qu'il puisse passer l'an prochain en 4e s'il n'y a pas un changement radical, en fait. Il n'y a rien de rien. Et il arrive d'un autre collège, en fait. Donc, on n'a pas de recul. Est-ce que quelqu'un l'a vu, cet enfant? Personne. Il n'a jamais fait le moindre Et bilan. pourquoi tu n'as Et là, pas de souris? C'est fatigant, ça, non? Ça Et, y est. et là, elle me dit qu'elle a appelé 2, 3 orthophonistes et qu'il n'y a pas de place, mais j'ai pas senti non plus une maman. Clairement, elle est pas inquiète. Elle m'a dit, d'ailleurs, je m'inquiète pas du tout pour mon fils plus tard. Ben ouais, plus tard peut-être, mais en attendant, on va dire, il va morfler. J'ai rien dit, hein, mais intérieurement, je me dis, il Et va morfler. même en primaire, il n'y a pas eu de proposition de SECPA et tout ça. Ben, d'après la maman, non, mais Ah oui, moi, d'après la maman. et oui, d'après la maman, moi, j'ai que ça, en fait. D'abord, c'est un premier rendez-vous. Il a jamais eu de bilan de professionnel, donc elle peut pas m'en fournir. Là, elle est d'accord pour appeler des orthophonistes, mais elle a passé 2 coups de fil. L'un, c'est un répondeur qui dit qu'ils ne prennent même plus les appels, et l'autre, elle lui a dit, ma bonne dame. Et tu as Le les mec- coordonnées de l'école? Pardon, tu as les coordonnées de l'école d'où il vient? Oui. Parce que peut-être que Oui, tu peux les appeler. Ouais, complètement. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est plutôt étonnant quand même cette situation. Ou Mais alors elle cache des choses, ouais. Mais je me demande, voilà, est-ce que c'est un déni? Elle était très. Le message pronote qu'elle m'avait mis pour prendre rendez-vous était très alarmiste, et devant moi, j'avais une maman complètement très détendue. Ou alors c'est difficile, et du coup, en fait, je sais pas du tout quoi penser. Mais ce côté de n'accepter ni de près ni de loin le moindre contact physique, je trouve ça. Et Oui. c'est pas c'est pas quelque chose qui lui sera arrivé dans sa vie, puisque d'après la maman, c'est depuis sa naissance. Ouais, c'est un peu contradictoire. Mais bon, il peut arriver hein, que parfois, dans des premières consultations notamment, on ait des parents ou l'entourage qui peut être, parfois, ça m'est arrivé, très discret sur l'histoire, même voire développementale et encore plus médicale, paramédicale, des rendez-vous, avec cette espèce de représentation selon laquelle on voudrait que vous partiez d'une page blanche. Tu sais, c'est ce qu'on m'en renvoie. Sous-entendu, on ne veut pas que vous ayez d'a priori sur le fonctionnement de notre enfant. Ouais, Bon, ce qu'on peut comprendre hein, dans la démarche, mais ouais. qui est un peu particulier. Effectivement, là, il faudrait essayer de prendre contact, surtout dans ta position. J'imagine que c'est jouable avec, tu vois, les équipes éducatives, en gros des professionnels que cet enfant aurait vus qui auront probablement des informations plus précises sur ce qui a pu se nouer à la fois peut-être dans des tentatives de faire en sorte que cette famille soit accompagnée et cet enfant aussi, voire même ce qu'eux ont peut-être déjà vu ou vécu des interactions avec les parents, de la façon de gérer tout ça. Je pense que là, il faut que tu puisses, tu vas revoir. Ah oui, Voilà. là,
tu vas le revoir plus ou moins une fois par semaine dans un premier temps. Ok. Bon, ça peut être intéressant que toi, dans le travail que tu fais avec lui, d'essayer voilà, d'éclaircir un peu la situation. Mais ouais, il faut que Mm. tu arrives à, voilà, entrer en interaction avec des professionnels, que ce soit sur le plan éducatif ou autre, s'il y en a, ce serait intéressant pour gagner Ouais, un peu de temps. Laure, tu voulais nous dire un truc ou... merci. Non, non, c'est tombé. Ok. Parce que là, ça manque de, tu vois, on manque de... C'est vrai que ça interpelle, mais alors, tu vois, c'est très difficile de se faire une idée avec des éléments quand même assez contradictoires. Mais ouais, c'est ça, c'est ça. J'arrive pas à tirer une ficelle. D'habitude, j'ai une intuition et puis parfois me fourvoie. Mais et là, je sais pas par où démarrer parce que la maman, en même temps, il change d'école. On peut s'interroger pourquoi au terme d'une sixième, il change d'école. Hein. Ça Ouais. mérite d'aller creuser de fait, hein, puisqu'il n'a pas déménagé ni rien. Mais d'après la maman, on tombe des nues, quoi. Hmm. Mais pareil, entre le discours de la maman, après je laisse parler les autres, entre le discours de la maman, peut-être toi, du coup, comme tu vas le revoir, qu'en est-il de lui? Tu vois? Oui, ouais, Quelles tout à sont fait. ses attentes? Comment est-ce que lui perçoit des difficultés potentielles? Comment est-ce que lui voit les choses? Est-ce qu'il s'imagine que tu pourrais l'aider? Et si oui, dans quel domaine? De quelle manière? Tu Ouais, vois, ça ouais. peut être une opportunité aussi, ces situations un peu déséquilibrées, un peu Ouais, ouais, inconfortables complètement. d'un point de vue Ouais. professionnel, de se rappeler que être au plus près du besoin et de la demande parfois manifeste de l'enfant. Là, on le voyait avec le jeune de Virginie, c'était assez frappant. Tu vois, ça peut être l'occasion de lui dire, mais toi, au fond, tu as besoin d'un coup de main. Est-ce que toi, tu penses que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu rencontres... Il m'a dit oui. Oui, il m'a dit Ouais, oui. Je lui ai posé la question et est-ce qu'il était prêt à ce qu'on collabore? Et oui, mais la maman elle-même m'a dit, je crois qu'il n'est pas très conscient de ses difficultés. En même temps, il rend une copie blanche. Enfin, c'est pas une fois, c'est partout en fait. Là, il a 2,5, 4. Toutes ses notes sont comme ça. Donc, alors, hmm, j'ai vu passer la question qui était à l'origine de la demande, le collège où. Alors, moi, sa prof principale m'a dit, est-ce que tu pourrais le rencontrer? Et à ce moment-là, le même jour ou le lendemain, j'ai reçu par Pronote une demande de la maman avec vraiment une demande d'aide. Mais à mon avis, peut-être sur suggestion de la prof principale à la maman, je ne serais pas étonnée. hmm. Ouais, faut investiguer. Oui, oui, C'est particulier, mais ça va être intéressant à dénouer tout ouais, ça aussi. complètement. Ouais. Intéressant. Hmm. D'autres remarques ou d'autres choses pour Adeline? Je lisais le message d'Alexis sur l'équithérapie. Ouais, l'idée c'est d'avoir une intention claire par rapport à l'animal. Est-ce que finalement les TSA s'en sortent mieux avec les animaux parce qu'il y a moins de second degré, quoi, il y a moins de sous-entendus, c'est plus direct comme interaction. Est-ce qu'il y a des choses de cet ordre-là? Tu le verrais comme ça, toi, Alexis? Euh, Bah, de toute façon, après, moi, c'est toujours la question quand on aborde les TSA. Quand on dit les TSA, c'est comme c'est le spectre, c'est toujours Hmm. difficile. Mais simplement, j'ai aussi en tête ce qu'avait dit Boris Cyrulnik, c'est-à-dire que parfois, la manière dont on communique, nous, par exemple, avec la main comme ça et sourire, dans le langage animal, la main, c'est la menace et le sourire, c'est l'agressivité. Et Hmm. certains profils TSA peuvent être dans ce registre-là. Et puis, c'est ce que je disais là, c'est que moi, pour avoir vu vraiment un enfant qui avait du mal à être dans la station debout et enfin, qui était vraiment polyhandicapé, donc avec un autisme et avec aussi d'autres choses, bah là, le fait de se retrouver sur le poney et tout d'un coup, il y avait son intention de prendre les rênes et de comprendre qu'il pouvait diriger l'animal. Et donc, il y a quelque chose, il y a une autre dimension qui s'ouvre pour lui, quoi. Et là-dessus, il y a aussi le fait de sentir que l'animal a aussi cette intensité sensorielle similaire à la sienne, c'est quelque chose qui fait que c'est peut-être moins difficile ou douloureux pour ce jeune de communiquer avec l'animal qu'avec un humain, en fait. Et parce que nous, on a des codes trop compliqués, trop en lien avec des codes qu'on a intégrés, on ne se rend pas compte qu'on complexifie trop les choses. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair en exprimant les choses Si, comme ça. si, je crois que c'est très clair. Ouais, c'est très clair. Merci.
Virginie, tu voulais rebondir. Oui, du coup, par rapport à ce que tu dis, ça me revient là, j'ai ma belle-sœur qui fait pour le coup de la médiation, elle est éducatrice en fait de formation et à côté, elle a fait une formation en médiation animale notamment avec ses deux chiennes. Et elle travaille beaucoup avec des enfants en TSA et effectivement, elle observe dans ses prises en charge que l'utilisation de l'animal pour rentrer en contact avec le jeune et aller travailler avec lui des éléments précis sur l'autonomie, sur les habiletés sociales, de suite, effectivement, il y a moins d'anxiété, il y a moins d'appréhension, il y a plus ce lâcher prise en fait. Mhm. Hmm. Intéressant. Mais j'étais intervenu dans un IEM où effectivement la médiation animale, et il y a plein d'endroits hein, de centres de soins où quand c'est possible en tout cas, et quand le lieu et le contexte le permet, et où ça donne ouais, des choses absolument fascinantes. On avait même remarqué qu'au cours d'une formation, le fait qu'il y ait un chien, il y avait une personne avec des troubles visuels, même la présence d'un chien, changeait l'atmosphère d'apprentissage du groupe qu'on était. Tu vois, c'est fou, ça crée quelque chose. Mais Alexis voulait te répondre, du coup, pardon. Ouais, et je pense aussi que c'est important, Virginie, que tu prennes conscience, enfin, c'est une idée que j'ai comme ça, mais que c'est aussi une dimension, même si officiellement ça fait pas partie de ta sensibilité en tant que psychopédagogue, bah, ce que fait ta sœur avec les animaux, c'est aussi une donnée que tu as culturelle. Et donc, c'est aussi un canal que tu peux travailler. Et je pense aussi que, comme on est sur un registre sensoriel, il y a cette curiosité, il y a cette disponibilité pour travailler ce sensoriel. Après, il faut aussi être dans une démarche empirique et sentir justement ces questions de saturation, ces questions de ce qui fait du bien. Et je pense que si, avec certains animaux, parce que tu as une culture familiale qui t'a amené à être là-dedans, tu as des repères, bah, ça peut être utile pour gérer un certain aspect et que cette mise en confiance sensorielle est utile pour après la situation limite des apprentissages qui peut être angoissante. Enfin, c'est ça aussi dont il faut prendre conscience, parce que derrière aussi, ce que je trouve difficile, c'est la question de la légitimité. Quand on parlait du profil sensoriel, il faut aussi qu'il parle par rapport à la situation spécifique. Et parfois, certains cadrages donnent des informations, mais peut-être en situation de manière pragmatique, c'est pas assez précis. Et donc, mais après, s'autoriser à se dire est-ce qu'on est légitime parce qu'on n'est pas spécialiste, c'est toujours le tiraillement. Oui, il faut une prudence, mais en même temps, en écoutant les parents, en retissant les choses, en voyant qu'on est toujours dans le souci du confort du jeune, ben, on voit bien qu'en fait, il prend plaisir à avancer, il prend plaisir à prendre le risque d'apprendre des nouveautés. Et donc finalement, bon, bah, voilà, on fait un pas. Oui, il y a des choses peut-être à améliorer, mais déjà, il y a cette curiosité et il y a cette volonté de mise en sécurité pour essayer de le faire grandir dans son autonomie. Oui. Doit-on toujours sourcer nos pratiques sur des preuves ou est-ce que l'empirisme et l'expérimentation doivent toujours avoir leur place? Voilà la question du jour et du soir, chers collègues. Euh, Impossible à dénouer. On passe, t'as vu, à chaque fois, il y a des échanges sur le groupe WhatsApp, on s'écharpe à base de ça ne répond pas à des méta-analyses, je ne peux pas conseiller cette approche. Oui, mais comment veux-tu qu'on conseille une approche si elle n'a pas pu avoir l'opportunité d'être au moins expérimentée? Mais ouais, merci Alexis, c'est hyper clair. Euh, Merci tout le monde. Je crois qu'on peut s'arrêter, sauf s'il y a des questions ou des petits retours ou des petites remarques. Ce serait intéressant qu'Alexis nous fasse un petit webinaire à l'occasion sur les prises en charge qu'il propose et son approche du TSA ou d'autres problématiques. Ce serait passionnant. Voilà une perche lancée et tendue. Merci les amis. J'ai eu des échanges avec Mélanie Dupont, qui est une psychologue spécialiste du cadre légal des consultations et des informations préoccupantes et de toutes ces questions et qui va a priori pouvoir venir discuter avec nous, ce qui fait que, je le dis en tant que je vous tiens, en principe on va essayer de prévoir donc les prochains webinaires de manière un peu plus anticipée
Et on va essayer de se fixer effectivement je crois que c'était le premier ou le deuxième mardi de chaque mois. On va essayer de se caler là-dessus. Mais de temps en temps, on va essayer de faire venir des petits invités. Donc peut-être que les dates bougeront un peu. Voilà, donc on enregistre à chaque fois. C'est vrai que c'est mieux, hein, pouvoir en profiter en direct. Mais voilà, on va essayer d'anticiper sur 2026 de prévoir tout ça. Et je vous dis, en principe, la prochaine fois, Mélanie Dupont va pouvoir venir nous parler un peu du cadre légal de nos consultations et qu'est-ce qu'on fait quand je reçois une information qui interpelle à plus d'un égard. Et celle d'après, c'est donc presque acté. Alexis va nous parler de choses passionnantes. C'est presque ça. Et merci beaucoup Virginie pour ta présentation. C'était super intéressant. Ça a donné plein de pistes et Adeline et tout le monde pour vos interventions. C'était passionnant. Ça fait trop du bien de vous voir les amis. On se voit pas assez. Tu veux que je te dise? Voilà le fond du problème. On se voit pas assez. C'est vrai. Ouais. Donc vivement la prochaine et on va aussi 2026, je sais pas, venez, on se fait une rencontre quoi, non? Une vraie, tu sais, celle avec du sensoriel là. Ce serait bien quand même qu'on se voit pour de vrai un peu à l'occasion. On va faire un séminaire psychopédia formation, on va trouver un lieu sympa et on va faire. Si vous venez dans le sud-ouest, je peux accueillir pas mal de monde. C'est Et pas une blague. tu nous l'avais déjà dit en plus, Adeline, c'est vrai. C'est vrai, ça fait 2 fois que tu lances une perche, on va finir par venir. Je suis à 1 heure de Bordeaux, 1 heure de Toulouse. Ok, bah écoute, vendu. Vendu. 2026, on débarque, on sera à une cinquantaine. Ça va? Ouais. Allez, parfait. Bon, merci tout le monde. À bientôt et bonne soirée. Merci. Merci Louis-Adrien. Merci.